Bravo. Dans un contexte économique particulièrement difficile, vous avez répondu présent à l'appel aux dons de TV Liberté. Le budget de la chaîne est dorénavant assuré et il va permettre de poursuivre notre développement en 2021. Pour tout cela, merci. Ensemble, nous construisons l'avenir de l'audiovisuel. Une presse alternative, libre, exemplaire. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande aventure dans un monde qui évolue à grande vitesse. Quelles que soient les tempêtes, en avant, en plein vent. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission de cette année-là, le numéro 15, 16, 17, 18, je ne sais plus. Cette longue pause, ce long confinement va faire que nous avons plein de choses à vous dire et on va revenir, comme c'est la nouvelle formule, sur une seule année. On va revenir pas si loin que ça, en 2012, avec mes camarades qui sont, et ça j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, ce qui se fait de mieux pour parler dans cette émission. Christophe, Maximilien, Maxime. Maxime. Roberto, comme vous voulez. Roberto. Mais le A correspond à quoi, exactement? André. Ou Alexandre. À l'américaine. À l'américaine. Yeah. En ce moment, oui. Enfin, notre ami Trump n'a pas l'air d'aller très C'est pas particulièrement notre ami, mais bon. Bon, si, maintenant qu'il n'est plus président. On ne sait pas. On ne sait pas. Si, là, actuellement, quand l'émission va passer, on le saura. Non, très bien. C'est exact. Voilà. Il faut toujours un peu anticiper. J'ai le plaisir aussi d'avoir François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour François, et bien sûr Pascal Esséric, qui va nous montrer cette couverture magnifique qu'on avait fait en 2012. Alors, vous ne bougez pas, mon cher. Voilà, elle est parfaite. On voit Brigitte Bardot, et ceci n'est plus une femme. Depuis 2012, beaucoup de choses ont changé. Ce numéro est sorti au mois d'octobre 2012 exactement. Hein. On l'avait vu, mon cher en fait, il est même sorti en septembre. Parce qu'à l'époque, on l'avait prévu à l'été. Voilà, exactement. Il est sorti en mi-septembre, daté octobre-novembre. Oui, tout à fait. Et donc, il sort en octobre. Et le 2 novembre, c'est la première manifestation pour la manif pour tous. Et oui, je pense qu'on a toujours eu plusieurs années d'avance. Là, on avait un mois d'avance. 2 mois d'avance. 2 mois d'avance. François, Alain de Benoît expliquait sur l'idéologie du genre, parce qu'en fait tout le dossier est là-dessus, que c'était le grand retour du cache-sexe, l'idéologie feuille de vigne. C'est exactement ça. Aujourd'hui, en 2020, si on prend depuis Balance ton port à la GPA, la PMA, tout est passé. On a perdu sur toute la ligne. Alain de Benoît avait raison. Oui et non. Oui, parce que la manif pour tous a échoué. Elle a échoué comme avait échoué, et comme le dit Alain de Benoît dans le numéro d'Éléments, comme avait échoué l'école libre en 84. Faute d'une politisation, faute d'une insurrection des manifestants, parce que c'est des manifestants pacifiques, sauf lors d'un événement de la manif pour tous, ça a toujours été pacifique. Or, on ne renverse ni les tables, ni le gouvernement par pacifisme, par angélisme. Encore que Martin Luther King, Gandhi, Tolstoï nous montrent qu'on peut renverser les tables, mais on les renverse que lorsque on a un pouvoir qui n'est pas légitime, une idéologie qui n'est pas légitime, légitimée par l'air du temps, et là, en l'occurrence, elle l'était. Donc ça a échoué, de toute évidence, ça a échoué. On est submergé depuis 10 ans par une hystérie, par un néo-féminisme hystérique. La dernière manifestation en date étant le livre Le génie lesbien, me semble-t-il, de Thalys Coffin,
conseillère municipale de Paris, complètement folle dingue, un livre suprémaciste, raciste en fait, d'un racisme anti-mal, hein, une phobie du mal, une misandrie absolument surréaliste. Mais vous l'avez dit, MeToo, toutes les campagnes contre le harcèlement. Pour autant, moi je dirais non, non, parce que la théorie du genre est une théorie tellement fantaisiste, hein, tellement surréaliste, hein, tellement pataphysicienne. Hein, ça relève de Jarry, du théâtre de Jarry, du docteur Folstroll, hein, de ce que Jarry appelait la pataphysique. Hein. Moi, ça m'a toujours fait penser. C'est propre à des sociétés un peu décadentes, très féminisées. Il y a des précédents en Europe, en Angleterre et en France, les pays les plus avancés alors, 17e, 18e siècle. Hein, c'est les femmes savantes, c'est les précieuses ridicules. Hein. Il y a énormément d'analogies à faire entre les délires de la théorie du genre qui ne reposent sur aucune base scientifique. C'est même pire. Hein. De Benoît a fait un livre remarquable sur le sujet qui s'appelle L'Empire du bien, où il revient dans une deuxième partie sur cette question du genre. Hein. Jamais la science n'a livré des preuves aussi patentes, aussi manifestes, hein, qu'il y a de la différenciation sexuelle. Hein. Partout, dans le corps, dans le cerveau, dans le ventre de la mère, il apparaît qu'on peut voir hein, aujourd'hui la différence hein, entre le garçon et la fille, hein, sur la seule base de la constitution du cerveau. Donc bref, la science est en train de réfuter en permanence cette théorie du genre qui repose sur rien. Moi, il suffit que je me déshabille et que je me montre dans ma nudité. Je ruine. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire sauter ma liberté. Ça, tu peux Non, mais de fait, je ruine là, cette théorie du genre. Hein. Donc, elle peut pas durer. C'est une société qui s'est constituée, qui domine l'université, c'est vrai, qui domine la presse, c'est vrai. Mais comment serait-elle appelée à durer, puisqu'elle nie ce sur quoi repose la véritable altérité. Je te laisse la parole après, Pascal. On nous saoule avec l'altérité aujourd'hui, l'altérité, machin. En fait, l'autre, ça n'est jamais que le même. La seule altérité véritable, hein, pour l'homme, c'est la femme, et pour la femme, c'est l'homme. C'est ça, la vraie altérité. Mars et Vénus. Hein. Moi, je suis plus proche de fait, hein, pas culturellement, c'est là où c'est important. C'est ça qui est important. De fait, je suis plus proche d'un garçon chinois que d'une femme française. Hein. Pour moi, c'est une extraterrestre. Même ma femme est une extraterrestre. Hein. Je ne la comprends pas. Elle ne me comprend pas. Donc notre mariage repose sur des transactions communes, sur la culture, hein, un art de la séduction, sur quantité de choses. Hein. Pour autant, nous sommes différents. Et le vivant repose sur la différenciation sexuelle. Hein. Donc raison aussi pour laquelle ça ne peut pas durer. C'est que, à moins que la science vienne, soit un palliatif et permette aux femmes d'avoir des enfants toutes seules, hein, aux garçons d'avoir des utérus, hein, la différenciation sexuelle, c'est-à-dire la survie de l'humanité, la survie de l'espèce, hein, passe hein, par l'accouplement de l'homme et de la femme. Hein. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait durer, ce délire. Hein. Pascal. Ouais. Et pourtant, depuis 2012, ça ne cesse de s'aggraver. C'est-à-dire que plus ça va, plus ce discours... Au point que je feuilletais ce dossier qui a 8 ans d'âge, et c'est Patrick avait très justement fait une petite galerie, imaginez une petite galerie, ici, des féministes. Ils vont zoomer. Une petite galerie de féministes. Ça va être presque plus facile en voyant là. Vous allez voir. Une petite galerie de féministes, en passant de Judith Butler à Caroline de Haas, mais aussi Caroline Fourest, etc. J'avais remarqué qu'ils avaient toutes le même coiffeur. Hein. C'est des États-Unis en France. Ils ont le même coiffeur. Carré, hein. Au-delà de ça. Jean-Claude Béguin ou je ne sais pas qui, mais voilà. Au-delà de ça, en 2012, elles étaient à peu près toutes sur la même ligne politique contre la manif pour tous, etc. Aujourd'hui, le simple fait que Caroline Fourest, par exemple, soit un petit peu en arrière, c'est-à-dire de cette course folle du progressisme, l'a fait passer aujourd'hui pour une réac. Aujourd'hui, dans les milieux LGBT, Caroline Fourest, ça devient l'équivalent de la manif pour tous. Et en réalité, on considère ça comme comment dire, une avancée pour nous, mais pas du tout. C'est simplement qu'elle a juste fait une pause dans ce délire. Et donc, quand tu dis
Ça ne tient sur rien et ça ne tient pas, mais le délire communiste, il a duré 80 ans. Je précise comme simplement. Et le délire féministe peut durer un siècle. Alors, dans ce que tu dis, là, mais il y a même récemment, je prononce mal parce que je suis vraiment pas je suis pas un consommateur de ces films, Mai Wen, qui vient de sortir ADN, qui fantasme elle sur ses origines algériennes, enfin grotesque. Pour autant, elle défend les hommes, elle défend les hommes pour ce qu'ils sont, comme femmes, c'est-à-dire en les désirant leur violence aussi, et elle s'est fait rappeler à l'ordre par quantité de féministes. Il n'empêche, pour donner un contre-exemple, qu'Offin s'est aussi quand même fait rappeler à l'ordre. Pour autant, il faut remettre les choses à leur place, je crois. Il y a un décalage, il y a un effet de loupe et de grossissement médiatique. Il y a un décalage entre la représentation médiatique universitaire, où en effet ce féminisme-là est dominant, c'est un post-féminisme en fait, et la réalité statistique. Il faut rappeler pour mémoire, j'ai toujours en tête moi les chiffres, il faut regarder les adhérents. Parce que là on est au cœur des stratégies du minoritaire. Ils sont minoritaires, c'est les stratégies des déconstructeurs, des homosexuels, des juifs, des musulmans, des féministes, de toutes les minorités. C'est-à-dire elles pèsent beaucoup plus que leur poids numérique réel. Oser le féminisme, c'est 2000 adhérentes à jour de cotisation. C'est ça. Caroline Dehaas, c'est 2000 adhérentes. C'est rien. C'est peanut. Les féminines, elles sont 15. Donc c'est dérisoire. On est au cœur des stratégies des minoritaires. Alice Coffin a vendu, tenez-vous bien, le génie lesbien. Elle a fait une retape, mais scandaleuse. Elle a eu toute la presse, toutes les news magazines, les téloches. Elle a tout fait. Elle était à 800 exemplaires vendus, Edistat. On a une vie. On peut contrôler le nombre de livres vendus chez les grandes maisons. Il y a des logiciels pour ça. On paye. Et elle a vendu en 1 mois et demi 800 exemplaires. Alice Coffin, que j'ai vu dans Le Point, peut-être pas dans Paris Match, mais que j'ai vu dans l'Obs, que j'ai vu à la Téloge, partout. Elle n'a vendu que 800. Donc peut-être qu'il domine en fait, il domine les représentations, mais je suis pas sûr qu'il domine en profondeur le pays réel, d'autant que le pays réel est rattrapé par la violence de l'histoire, la violence de l'islamisme, le choc migratoire. Donc on est rappelé à des devoirs fondamentaux, la menace de la guerre civile qui plane sur nous. Je crois que toutes ces lubies, la théorie du genre en est une, parce que quand tu t'intéresses de près, elle ne repose sur rien. Le cœur du féminisme, c'est la fameuse phrase du féminisme après-guerre, c'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Le paradoxe du féminisme, c'est qu'il nie son sujet. Le paradoxe du féminisme, c'est qu'il nie qu'il y a une réalité féminine. Comment pourrait-il tenir? Comment pourrait-on, d'une part et d'un côté, attaquer, essentialiser les hommes, les renvoyer à leur violence? Mais je veux dire, par là, je crois que moi en tout cas, moi garçon, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette hystérie. Je crois pas qu'à moins de nous émasculer, alors on peut pas nous castrer chimiquement aujourd'hui, alors on nous castre sémantiquement, lexicalement et juridiquement. Mais je n'ai pas vocation, et je crois pas que mes congénères mâles ont vocation à être castrés. J'ai de la testostérone, j'ai une énergie mâle, j'y peux rien, qui demande à s'épancher. Non, un jour elles vont prendre une tarte dans la gueule. Et comme le disait Houellebecq, c'est des gentilles connes, ce sont que des gentilles connes qui nous terrorisent, qui nous polluent la vie avec la parité. Moi, je m'en fous de la parité. Moi, la parité, c'est que je veux qu'il y ait une parité politique. Je m'en fous, moi, qu'elle soit peroxydée ou grosse ou obèse, un homme ou une femme, un noir, un blanc. Je veux voir un pro-Le Pen, un pro-Mélenchon, un pro-Macron, et pas l'uniformité idéologique que je vois. Je crois qu'il y a une colère partout. On va les balayer. Je veux dire, comme la Révolution a balayé les salons qui étaient féminins. Ils ont été balayés. Il y a une misogynie de la Révolution qui est surréaliste. La violence de l'histoire va rattraper tout ça. C'est la nuance que j'apporte. Alors, pour aller on revient sur l'année 2012, à ce moment-là, nous, on n'était pas au courant, se monte le mouvement La Manif pour tous, qui va être un véritable succès. Personne n'y croyait. Les anciennes manifs contre le Pax avaient été ridicules. Et là, il y a un truc qui monte. Il y a toute une génération qui va arriver, des jeunes, qui vont militer, qui vont hystériser les gens de gauche qui étaient persuadés que la loi allait passer sans aucun problème. Et le mouvement LGBT va être débordé. Aujourd'hui, ce mouvement n'est quasiment... Il y a quelques personnalités qui sont restées.
Mais je vais parler. Il n'y a plus rien. Je ne suis pas d'accord. Ça a échoué politiquement, puisque du reste, je ne crois pas que ni Marine Le Pen, ni le futur candidat des LR reviennent sur le mariage pour tous, donc ils ne reviendront pas. Donc de fait, juridiquement, le combat a échoué. Pour autant, quand j'allume CNews, je vois qu'il y a un nouveau média qui est quand même globalement trusté par des intellos conservateurs catholiques, pour l'énorme majorité d'entre eux, qui portent une parole totalement qui est inhabituelle. Le Figaro Vox, Génie Bastier, Alexandre Devecchio. Devecchio n'est pas tout à fait manif pour tous, mais Steinville, Trémollet de Villers, qui est un des patrons, des éditorialistes du Figaro, journal papier. Donc je vois que malgré tout... Ça veut dire que la droite a retravaillé. Ça a toujours existé, ça. Alors moi, il y avait un creux de la vague. Je pense qu'il y avait un creux de la vague quand même très important entre le moment où les grands billettistes du Figaro, mais qui aujourd'hui auraient 130 ans, Jean Guiton, etc., et la génération... je l'ai cité, Bastier, mais il y en a beaucoup d'autres, Bock-Côté. Alors évidemment, c'est pas tout à fait manif pour tous, Bock-Côté, mais c'est le même logiciel idéologique. Franchement, il y a eu un creux quand on passe de Jean Guiton à Génie Bastier, il y a eu un creux. Citez-moi des grands intellos catholiques de cette génération-là. Il y en a encore à l'Obs, c'est la voiture balai du gauchisme, du christianisme de gauche, au christianisme rouge, si je puis dire. Mais il me semble quand même que, en tout cas dans l'édition, il y a une omniprésence. Les gens que je cite, c'est donc, je le redis, c'est Valeurs Actuelles et Figaro Vox, plus CNews aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de monde. On se rend compte qu'il y a une puissance, il y a encore une puissance intellectuelle catholique. Je ne sais pas la manière dont les éditions du Cerf, ont pris la suite des éditions du Seuil. Donc on passe quand même d'un logiciel d'un christianisme de gauche, le Seuil, à un logiciel d'un christianisme de droite prudent. Cerf, c'est pas le mien, je veux dire, je parle de la droite. Mais il n'empêche, pour moi, il me semble que c'est assez nouveau. J'ai regardé récemment CNews, je suis sidéré. J'ai l'impression que c'est Radio Notre-Dame. Sauf que ça a une diffusion 10 fois, 100 fois supérieure. Donc c'est peut-être un effet manif pour tous. On a perdu la rue, ils ont perdu la rue. Je dis j'en étais. On a perdu la rue, mais peut-être qu'on a gagné un combat culturel dont on croyait qu'il était perdu il y a encore 10 à 15 ans. Alors Patrick, moi je voudrais revenir là, nous sommes focalisés sur l'année 2012. Je voudrais faire une petite incise sur, je crois que c'est l'année 2016, puisque nous avions dans le numéro, je crois que c'est le numéro 161, d'ailleurs j'engage tout le monde à commander ces numéros qui sont disponibles sur le site, c'est vraiment l'occasion de revenir sur ces dossiers. Oui, donc moi je parle de l'année 2016, du numéro 161, où on avait traité des questions peut-être plus étroite du féminisme. Pascal, tu avais fait un entretien assez pétulant et profond avec Elisabeth Lévy, qui avec beaucoup de drôlerie et de profondeur avait parlé de cette question-là. Je crois que dans ce numéro-là aussi, il y avait eu un petit dossier sur le féminisme, le genre, les femmes, toutes ces questions-là, qui avaient un peu évolué d'ailleurs, puisque c'est quelques années plus tard. Tu parlais de Génie Bastier. Je crois que notre camarade David Lépée a fait un long entretien avec elle sur la sortie de son livre Adieu Mademoiselle. Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes, je crois, au Cerf précisément. Et nous avions parlé aussi également de Gabriel Cluzel, notre camarade Gabriel Cluzel, qui avait sorti à la même période que Génie Bastier, Adieu Simone, ce qui était un peu plus ironique et cinglant autour de la figure de Simone de Beauvoir. Donc c'est des questions qu'on a traitées également. Et je crois que dans ce numéro-là aussi, sur un sujet un peu annexe, mais important, François, vous aviez interrogé Pierre-André Taguieff sur la prostitution. Voilà, donc ça c'est... Pour rajouter un autre nom qui m'échappait, vraiment brillant, il y a Bérénice Levé. On avait fait un entretien avec Ingrid Rieucreux, qui est franchement, Rieucreux aujourd'hui, elle est associée au site Causeur. Elle intervient régulièrement dans Léman, tous les 2 ans à peu près, dès qu'elle sort un bouquin. C'est conservatrice, puisqu'il suffit comme conservatrice. Cato, c'est pas une émanation de la Manif pour tous, bien sûr, mais elle a profité de cet appel d'air. Moi, je trouve que c'est la meilleure analyste aujourd'hui des plis de langage du gauchisme culturel. Donc c'est pas rien. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Oui, c'est vrai que vous me citez beaucoup de femmes brillantes et qu'on a reçues dans Éléments. Et nous-mêmes, à Éléments, on commence à avoir des femmes qui écrivent maintenant régulièrement. N'empêche que toutes ces femmes, plutôt de droite, sont en train, sur beaucoup de sujets, quand même, on a affaire à des sujets où
on a une tendance à reculer. Et tous ces gens-là sont de plus en plus diabolisés. Aujourd'hui, être au Figaro Magazine ou être au Figaro Vox, c'est quasiment pour la gauche d'être d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une diabolisation qui est revenue sur le devant de la scène, sur des titres de journaux. CNews, maintenant, est considéré comme TV facho, TV Liberté et social-démocrate à côté. C'est Canal+. C'est le paradoxe. Alors que c'est Canal+, on est dans un paradoxe total. Donc la nouveauté, c'est qu'on n'avait pas un média aussi puissant que CNews il y a peu. Peut-être qu'il faut remonter à TF1 LCI. Donc ça nous ramène à la fin des années 90, quand Buisson, Jean-Claude Dacier et Buisson font main basse, enfin Dacier fait main basse sur LCI, qui est le seul média d'info continue à l'époque, regardé par tous les prescripteurs, tous les décideurs. Donc là, pour le coup, ça a une vraie influence, en particulier sur le sarkozysme. C'est pas ma tasse de thé, je veux dire, mais de fait, on l'observe. Depuis cette époque-là, on n'avait pas eu un média mainstream, un média central, sur la TNT qui cartonne en termes d'audience, qui grignote et qui rattrape BFM. Pour autant, vous avez raison, Patrick, il y a une surdiabolisation du système, et c'est peut-être parce qu'il se crispe, ou en tout cas peut-être parce que les camps se cristallisent, comme aux États-Unis. Il est fort probable que l'irréconciliabilité du camp Biden et du camp Trump s'exporte chez nous. En tout cas, j'en vois des prémices dans la nouvelle génération, conservatrice, réactionnaire, révolutionnaire, conservatrice. Les jeunes sont plus révolutionnaires que nous, et qui viennent à la librairie, qui lisent Éléments. Je vois qu'ils se radicalisent, et cette radicalisation m'enchante. Donc, ils répondront de fait au système dans les années qui viennent, mais le système, comme toutes les configurations de monopole apeuré, de monopole inquiet, se rétracte sur lui-même, multiplie les lois liberticides. Là, l'affaire de l'assassinat du prof de Conflans-Sainte-Honorine est l'occasion pour Avia de remettre sa loi sur la table, qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Twitter, et tous les mails, tous les posts de Trump sont commentés. Il y a un message d'alerte de Twitter. Le compte de la librairie a été fermé par Twitter. Enfin, oui, le système se durcit, mais peut-être qu'il se durcit parce que, comme un cadavre au sens biologique du terme, se replie sur lui-même. Souhaitons-le. En même temps, ils avancent leur pion, parce que on est passé 2012, c'était la manif pour tous, et on nous expliquait que la PMA, la GPA ne passerait jamais. C'est aujourd'hui que tout ça va passer. De toute façon, tous les combats. Aujourd'hui, vous avez des cas à Londres de parents qui décident que leur enfant va changer de sexe parce qu'il n'est pas bien dans son sexe. Dès l'âge de 6-7 ans. Mais je veux dire, là encore, je reviens à l'idée, il faut remettre en perspective. Dans 20 ans, il va se suicider, ce garçon. Tous les précédents sont de cette nature-là. Il y a des précédents, il y a un fameux cas d'un enfant juif. On ne le souhaite pas. Dont la circoncision avait été ratée. C'est un cas célèbre dans la clinique du genre. Dont les parents ont dit, on en a fait une fille, c'est une fille, à la suite d'un échec de circoncision. Il se suicide à 35 ans. Le premier transfert de genre, c'est un médecin australien, suicide à 40 ans. Les cas de dépression chez les trans sont colossaux, ça ne peut pas durer, ça. C'est tellement fou. Là, aux États-Unis, il y a un Antifa, il y a un garçon qui est devenu, vous l'avez vu, qui a tué un redneck, qui a tué un Trumpiste, le type ou la nana. Le mec est devenu nana. Il est Antifa, il est converti à l'islam. Et il a buté c'est un sketch de Coluche, de Dieudonné, je sais pas, à Caen, ou c'est de la science-fiction. À Caen, j'aurais peut-être 3 anus, 4 seins, je serai à la fois femme, homme. Non, ça peut pas durer. Je veux dire, les Arabes et les musulmans vont nous rappeler, les Tchétchènes, vont nous rappeler le sens des priorités, je veux dire, l'égorgement. Ils vont revenir sur Terre, je pense. Le réel va les remettre sur Terre. Pas possible. Pourtant, sur le plan du droit, on est plutôt en train de voir une criminalisation, là-dessus. C'est-à-dire qu'en 2012, on pouvait être contre le mariage pour tous. Je pense sincèrement que d'ici une dizaine d'années, le fait d'être contre le mariage pour tous pourra être devant un tribunal. Alors, faisons le pari que les enfants des couples homosexuels, mais il faut dans 20 ans, nous vengerons. Moi, si j'avais été éduqué par 2 pères ou 2 mères, je pense que j'aurais tué un des 2. Ils vont se venger. Ils seront violents. Ils claqueront leurs parents. J'attends de voir 2 mères éduquant un garçon. Je veux voir ça.
à 18, dans l'âge un peu ingrat, 15-16 ans. Elles vont prendre des roustes. Hein. Sachant, François, que tous ces mariages homosexuels sont en règle générale dans des classes bourgeoises. Il y en a, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que dans les classes populaires, il y ait beaucoup de couples homosexuels qui ont envie d'adopter ou de faire une PMA, une GPA. Alors je passe mais tenez-vous bien, à Hénin-Beaumont, on va avec un pote à Hénin-Beaumont, un dimanche matin, et on tombe... vous avez que ça à faire, vous, le dimanche matin, vous allez à Hénin-Beaumont. On tombe sur un trans à Hénin-Beaumont, manifestement électeur de Steve Briouat. Et le Front National, les sondages montraient que le Front National était les électeurs du Front National peu sensibles à la manif pour tous. Hein. Ça concerne pas du tout Marine, plutôt Marion, plutôt Bellamy, plutôt la sociologie bourgeoise du catholicisme. Hein. Mais pas tant que ça les classes populaires. Hein. Je pense qu'elles ont tellement été acculturées. Moi, je suis dans la France périphérique. L'homosexualité gêne peu de gens, je trouve. Hein. Alors qu'il y a 20 à 30 ans. Ce trans, c'est lui qui vous a permis d'écrire cet article au lance-flamme dans Éléments? Non, le trans, c'était un cassos. Il y a même des cassos. Il y a des tranches chez les cassos. Hein. Mais je veux dire, je le redis, l'histoire, à un moment donné, on arrête de convoquer le sexe des anges. Sinon, les Ottomans emportent Byzance. Hein. Donc bon, voilà. Remarquez, hein. C'est peut-être ce qui nous arrivera, vu ce qui se passe en Turquie. Christophe, Maxime? Non, je voulais juste revenir sur une autocongratulation générale. Ne soyons pas négatifs, je trouve nous avons eu des tons prophétiques sur l'analyse politique. L'analyse politique est juste, alors peut-être que le résultat est médiocre. Vous savez que ce numéro est devenu introuvable. Il est introuvable? Oui, il est introuvable. On peut le trouver en PDF sur le site d'Éléments, mais je crois qu'il doit dans les ventes aux enchères, dans les 2000 à 3000 euros le numéro. Quelque chose comme ça. La couverture est tellement brillante, réalisée par... Ouais. Le titre est vraiment bien. Et le titre est très bien. Et puis, notre Brigitte Bardot, nationale. Voilà. Bon, en tout cas, cette année 2012 aura marqué en fait le renouveau, hein, parce que ce numéro a été... Il faut le savoir, à l'époque, on avait beaucoup moins de succès que maintenant. Éléments était une petite revue. C'est la première fois... C'est un numéro qui, à l'intérieur, est en noir et blanc, et c'est la première fois que c'est un numéro à 96 pages. 96 pages. Parce que auparavant, nous étions trimestriels, et c'est grâce, entre autres, au succès de ce numéro que des années plus tard, on a pu changer de... Au fondateur. Oui, exactement. Au fondateur. Sachant que le 3/4 des gens à qui on parle dans le dossier, journalistes, etc., LGBT et tout, ont tous quasiment commandé ce numéro parce qu'ils étaient obligés de faire un truc par correspondance. On a les noms. Voilà, on a les noms. Voilà. Écoutez, c'est quasiment fini. On a passé quand même une demi-heure sur cette année 2012. Prochain numéro, on essaiera de faire quelque chose. On va revenir dans les numéros d'Éléments comme ça, je pense, avec vous, Pascal et François. Je pense qu'il y a plein de choses assez intéressantes sur par exemple, l'Occident. Il y avait eu un numéro qui a été révélateur sur la fin de l'Occident. Voilà, nous, on se retrouve dans un mois pour l'émission Le Plus d'Éléments avec Olivier et François. Bonjour chez vous.